Dans la vidéo précédente, on avait vu ce qu'était la matière organique, on avait vu le cycle de la matière organique, on avait vu que ce cycle était aussi lié à l'énergie dans le vivant, et on avait fini la vidéo sur cette histoire de minéralisation, de libération des minéraux lorsque la matière organique est détruite. Et je voudrais qu'on reste un petit peu sur cette idée de minéralisation et qu'on regarde d'un petit peu plus près en fait le cycle des minéraux. Avant d'attaquer l'humification et le reste, hein, je vous avais promis l'humification, mais on n'y est pas encore. On va rester un petit peu là-dessus, mieux expliquer ça. Et je précise quand même, toute cette série de vidéos, forcément au début c'est beaucoup de théorie, mais plus on va aller dans les vidéos, plus vous allez pouvoir en dégager de la pratique, que ce soit au jardin, que ce soit sur 1 hectare, dans le petit élevage, etc. Les concepts de base sont toujours les mêmes, hein, vous allez les sentir, hein, vous avez déjà senti cette idée de cycle de la matière organique. Eh bien en fait c'est ça, hein, c'est la gestion du cycle qu'il faut sentir, et voilà, plus on va aller, plus vous allez le comprendre. Alors là je vais faire un petit rappel quand même de ce qu'est une plante. Donc je ne sais toujours pas dessiner, hein. Là vous avez une plante avec ici son système racinaire. Alors on avait vu que les plantes, grâce à la photosynthèse, étaient capables de prendre l'énergie solaire pour finalement mettre cette énergie dans la matière organique, hein, et pour fabriquer de la matière organique. Néanmoins, on avait vu que la matière organique, dedans, il y avait tout un tas de minéraux, hein, donc ces fameux éléments de base du tableau de Mendeleïev. Et ces minéraux, il faut bien qu'ils arrivent de quelque part. Ils n'arrivent pas avec le soleil. Et les plantes, elles sont capables en fait d'aller chercher les minéraux dans le sol grâce à leurs racines. Et ça, en fait, les plantes, c'est ce qu'on appelle des êtres vivants autotrophes. Alors, on dit qu'un être vivant est autotrophe, justement, lorsqu'il a cette capacité à se construire et à puiser ses minéraux dans ce qu'on avait appelé le monde inerte, hein. Le monde inerte, c'est aussi ce qu'on appelle le monde minéral, hein, ce que sont incapables de faire les animaux. Les animaux doivent manger d'autres êtres vivants, donc soit d'autres plantes, soit d'autres animaux, pour s'accaparer l'énergie contenue dans la matière organique et s'accaparer les minéraux contenus dans la matière organique. Alors ces minéraux, pour les plantes, peuvent avoir différentes sources. On a, dans un premier temps, une possibilité, hein, c'est l'altération des roches. Donc ça, en gros, c'est ce qu'il s'est passé sur la planète Terre. Les sols se sont formés par altération des roches, et les roches, elles sont altérées par, justement, la vie microbienne, ou on va dire la vie des sols, y compris les racines des plantes. Et en fait, tout ça, hein, par des processus biochimiques, etc., on ne va pas rentrer là-dedans, mais tout ça, finalement, ça peut grignoter la roche petit à petit, ce qui fait que les plantes se constituent, fabriquent de la matière organique, et dans le cycle naturel, hein, donc si on n'a pas d'homme qui vient exporter la plante, la matière organique retombe sur le sol, donc on a accumulation de matière organique, on a dégradation des roches, et la dégradation des roches, ce qu'elle fait également, c'est qu'elle fabrique les argiles. Donc cette source de minéraux, par altération des roches, on comprend, hein, que c'est quelque chose de très lent. Et nous, quand on fait pousser des tomates, ça, il ne faut pas trop y compter, hein. Vos tomates, en plus, elles n'ont pas un système racinaire d'arbres, etc. Elles ne vont pas aller puiser leurs minéraux ou l'essentiel de leurs minéraux dans les roches. Donc nous, ça, pour l'instant, on le met de côté, hein, ça existe, mais on ne s'y intéresse pas puisque ça ne rentre pas vraiment dans le cycle de la matière organique. Alors, il y a une autre source de minéraux qui est apparue finalement assez récemment dans l'histoire de l'agriculture, hein, très récemment, hein, si on regarde l'histoire de l'agriculture, c'est ce qu'on va appeler les engrais minéraux. Donc ça, vous l'avez compris, ce sont les minéraux qui sont amenés par l'être humain et son industrie, en fait. L'être humain, finalement, c'est un être vivant qui a compris ces principes-là. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, l'être humain, avec son industrie? Il a fabriqué des engrais minéraux qu'il vient directement mettre au pied des plantes. Et ça marche très bien pour faire pousser des plantes. Ça pose d'autres questions, mais vous voyez, c'est une source de minéraux possible et qui est très récente dans l'histoire de la planète Terre, en fait.
la source de minéraux qui va nous intéresser, ce sont les minéraux qui viennent de la matière organique. Vous l'avez compris, à chaque fois qu'on vient déposer de la matière organique au niveau du sol, on va avoir la vie du sol. Encore une fois, ça inclut tous les petits êtres vivants du sol, absolument tout le monde, vont participer à la chaîne de dégradation de la matière organique. Donc on l'avait vu, c'était notamment par la respiration. Et chacun va manger les crottes de l'autre, les cadavres de l'autre, les sécrétions des autres, etc. Et la matière organique va se faire digérer et va libérer les éléments minéraux. On avait un retour des éléments minéraux coincés dans la matière organique dans le monde inerte. Donc ça tombe bien, c'est dans ce monde inerte que les plantes puisent leurs minéraux. Ici, on va mettre MO, ça c'est de la matière organique, et le phénomène de minéralisation libère les minéraux. Donc ça, c'est le cycle un peu parfait, c'est-à-dire le cycle naturel, il n'y a pas d'exportation, l'homme n'est pas là, donc c'est pourquoi les sols sont de plus en plus épais, il y a de plus en plus de vie, etc. Pourquoi la nature, on dit qu'elle va vers un processus de vie, toujours de plus en plus de vie, de plus en plus de diversité, etc. On le comprend bien. Et bien sûr, l'homme arrive là-dedans et il va commencer à faire de l'agriculture. Alors, dans les prémices de l'agriculture, il y a eu ce qu'on appelle l'agriculture sur brûlis. C'était des peuples qui mélangeaient chasse, cueillette et ce type d'agriculture. Donc en gros, ils arrivaient quelque part et ils mettaient le feu à la forêt, à la végétation. Donc, on l'avait vu, une combustion, c'est la même chose qu'une respiration par les êtres vivants, c'est une oxydation de la matière organique et une libération des éléments minéraux. Donc ce sont les cendres. Donc, ce type d'agriculture consiste à mettre le feu à toute la matière organique présente au-dessus du sol et derrière à faire de l'agriculture en bénéficiant des minéraux qui ont été libérés par cette combustion. Et ça marche très bien pendant quelques années. Donc les hommes ensuite ils font de l'agriculture pendant quelques années, 1, 2, 3, 4 ans. Au début ça marche bien. Et au bout d'un moment, forcément, les récoltes diminuent puisque c'est une libération en fait des minéraux qui est très rapide, trop rapide, ce qui fait qu'on a également beaucoup de lessivage, à la fois en surface, on a aussi du lessivage vers le fond de l'horizon du sol. Et les plantes des hommes, en général, ce sont des plantes qui ont des faibles enracinements, ce qui fait que par le phénomène de lessivage, les minéraux arrivent là et les racines là, qui s'arrêtent ici n'y ont pas accès. Donc, au fil des années, après avoir mis le feu à la végétation, l'être humain voit ses récoltes décliner. Donc, pas de problème, on est encore une fois à une époque où on est peu nombreux sur Terre, on ne se marche pas dessus. L'être humain, ce qu'il fait, c'est qu'il prend son sac à dos et il va 60 km plus loin et rebelote, il remet le feu. 2-3 mots sur cette agriculture-là. C'est une agriculture qui est tout à fait naturelle. Parce que, en fait, l'être humain va laisser la forêt se régénérer pendant 40, 50, 60, 100 ans. On était à une époque où il y avait peu d'êtres humains. Donc, ensuite, on laisse la forêt se refaire, la nature travailler toute seule. Donc, vous voyez, on ne fait pas plus naturel comme agriculture. Et du coup, la nature va y mettre des plantes de plus en plus grandes, avec des enracinements de plus en plus profonds. Et finalement, les minéraux qui sont partis, ils vont être remontés. Et 100 ans plus tard, on arrive et la forêt est à nouveau comme elle était 100 ans plus tôt. Alors si jamais vous avez l'occasion de voir un documentaire qui est passé sur Arte en 2013, ça s'appelle La forêt éternelle et vous voyez au Japon une dame qui continue à travailler sur brûlis et elle a une rotation d'une vingtaine d'années. Et ce documentaire est très très intéressant. Si vous avez un jardin derrière votre maison, dans un lotissement, vous comprendrez bien que vous ne pourrez pas faire du potager sur brûlis, d'accord? Donc on ne va pas s'y intéresser plus que ça. Alors, du coup, une autre manière de faire de l'agriculture, c'est d'utiliser les engrais minéraux. Donc ça, c'est une agriculture qui est assez moderne. Et moi, j'appelle ça l'agriculture du cheat code. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Je précise quand même pour les personnes qui ne sont pas de la génération des jeux vidéo.
Moi, j'en fais partie, mais bon, il y a des personnes qui n'ont jamais tenu une manette de PlayStation dans leurs mains qui regardent cette vidéo. Un cheat code, donc c'est un code de triche dans un jeu vidéo lorsque un niveau est trop compliqué, voilà, on ne prend plus plaisir à jouer, quoi, c'est trop compliqué, on a envie d'avancer dans les niveaux, eh bien on va par exemple utiliser un cheat code. Donc ça va nous permettre de passer le niveau pour aller au niveau suivant, voilà, sans pour autant avoir terminé le niveau et réussi le niveau. Hein, un cheat code, ça permet aussi d'avoir par exemple des super pouvoirs dans un jeu vidéo. Voilà. Hein, c'est en fait pour se faciliter la vie. Et donc cette agriculture du cheat code, c'est en fait une manière de sauter les étapes. Hein, on l'a compris, il y a un cycle des minéraux avec la matière organique. Et si on n'a pas envie de s'embêter à comprendre tout ça, en gros, on vient directement amener les minéraux à la plante et on l'a vu, on le voit très bien, on fait des beaux rendements. Si le but c'est uniquement de voir le rendement, alors qu'on se met des œillères et qu'on ne veut pas voir la pollution des eaux, la qualité des sols, la qualité des paysages, enfin beaucoup de choses, forcément, cette agriculture-là, elle est géniale, ça marche très très bien, on n'a jamais fait pousser aussi bien les plantes que depuis qu'on utilise des engrais minéraux. Donc c'est un petit peu un super pouvoir que l'homme s'est donné avec un cheat code. Et il y a bien sûr un troisième type d'agriculture, qui est l'agriculture qui nous intéresse, nous, qui est justement de nous appuyer sur les petits êtres vivants du sol, c'est-à-dire sur l'activité biologique des sols, c'est-à-dire l'idée de sol vivant. On travaille avec de la matière organique, on s'appuie sur cette biologie, sur ce vivant, pour apporter les minéraux à la plante. Et donc ça, on va l'appeler l'agriculture biologique. Là, vous venez de comprendre pourquoi l'agriculture biologique, et notamment les produits que vous achetez au magasin bio, au rayon bio, biologique, parce que c'est une agriculture qui est obligée de s'appuyer sur la biologie des sols, sur tous les services rendus par les êtres vivants dans la dégradation de la matière organique. Donc on va marquer ici biologique. J'ai encore un tableau trop petit. Alors on va rester sur ce terme de vivant, qui est devenu très à la mode aujourd'hui. Vous comprenez bien que toute personne qui apporte de la matière organique à son sol a tout intérêt à avoir un sol vivant pour qu'il y ait ce processus de minéralisation pour nourrir la plante. Donc, tout ce que vous voyez aujourd'hui sur YouTube, donc des jardiniers qui vont vous proposer de faire du jardinage sur foin, sur BRF, sur paille, sur paillis de gazon, avec du fumier, etc. Tout ça, c'est de la matière organique. Donc, toutes ces personnes-là ont des sols vivants. Toutes ces techniques-là, pour faire pousser des légumes, si vous avez un sol vivant et que vous apportez de la matière organique, ça fonctionne. Aucun problème. Et je voudrais aussi apporter quelques nuances là sur l'agriculture du cheat code. C'est plus compliqué que ça, c'est pas cloisonné comme ça l'agriculture dans un pays comme la France. Je vais prendre l'exemple de mon voisin, éleveur. Il est à 500 mètres d'ici, il fait de l'agriculture conventionnelle, donc il utilise des engrais minéraux, mais comme il a un élevage par exemple, il a du fumier. Et son fumier, il le remet dans ses sols. Donc il a aussi un sol vivant. La question c'est quel est le niveau d'activité de ce sol. C'est ce qu'on appelle l'activité biologique. Est-ce qu'il est finalement très vivant ou peu vivant? Et un sol qu'on va qualifier de très vivant, ça va être un sol dans lequel il y a une grande diversité d'êtres vivants. Et un sol qu'on va qualifier de peu vivant et que certains résument en disant « ouais, c'est un sol mort », en fait, c'est un sol où il y a une très faible diversité d'êtres vivants, une très faible complexité finalement dans la minéralisation. Et justement, ce sont souvent les bactéries qui sont prédominantes. Et on verra dans la vidéo suivante que ces sols-là, voilà, ça pose des problèmes, le fait d'avoir un déséquilibre et d'avoir trop de bactéries par rapport aux autres êtres vivants, ça cause des problèmes de structure, etc. On le verra. Mais même des bactéries, ce sont des êtres vivants. Et quand bien même vous avez un sol qui ne contient que des bactéries, ça reste un sol vivant. D'accord? C'est juste qu'il n'est pas vivant comme il faudrait. Donc là, on va rentrer un tout petit peu plus dans le pratique et vous allez commencer à pouvoir dégager des idées pour vos pratiques à vous. Donc la minéralisation, elle dépend de l'activité biologique des sols. Et ça, déjà, c'est conditionné par le climat et votre sol. Alors pourquoi le climat?
En fait, c'est une question de température. Alors pourquoi la température du sol va influer sur la minéralisation et la libération des éléments? Eh bien en fait, les êtres vivants du sol, ils sont comme tous les êtres vivants. Lorsqu'il fait froid, ils ralentissent leur activité biologique, ils ralentissent leur respiration, ils dégradent beaucoup moins vite la matière organique. Donc par exemple ici, en climat tempéré, on a l'hiver et on voit bien qu'en hiver, la nature elle est au ralenti. Et quand arrive le printemps, le sol se réchauffe, les êtres vivants du sol s'activent et la minéralisation est intense. On va prendre des exemples pratiques maintenant. Si vous faites du jardinage sur paillis, que vous avez pendant l'hiver un paillis comme ça de foin sur votre jardin et que vous voulez faire des légumes primeurs, ce n'est pas forcément une bonne idée. Peut-être qu'il est intéressant à ce moment de retirer le paillis, de faire en sorte que le sol se réchauffe pour qu'il fournisse des éléments minéraux à votre culture primeur. Si par exemple vous faites du potager traditionnel et que vous avez hérité d'un jardin avec une terre très noire, etc., eh bien cette terre noire, pareil, va se réchauffer un petit peu plus vite que si vous avez une terre plus claire, que vous venez de démarrer le jardinage. Et donc, par exemple, les primeurs, ce sera plus facile d'en faire dans la terre noire que dans la terre plus claire, vous voyez, parce que on minéralise plus tôt. Donc on rend disponible aux plantes les éléments plus tôt. Alors on a dit ensuite que l'activité biologique était conditionnée finalement par la nature du sol. On a vu que l'activité biologique, c'était la respiration des êtres vivants et que ça faisait intervenir l'oxygène. Si vous avez un sol qu'on va qualifier de léger, et je vais exagérer en parlant d'un tas de sable, imaginez un tas de sable, moi je peux rentrer mes mains dans un tas de sable et très facilement et attraper du sable. Imaginons maintenant un gros tas d'argile. Dans un gros tas d'argile, j'aurai beaucoup plus de mal à rentrer mes doigts, Ce sera comme un mur, j'arriverai pas à rentrer mes doigts comme ça. Eh bien, dites-vous que l'air, et donc l'oxygène, pénètre beaucoup mieux dans un sol léger que dans un sol argileux. Donc encore une fois, si l'oxygène pénètre plus facilement dans un sol, les êtres vivants du sol auront plus de facilité à accéder à l'oxygène, donc ils vont avoir plus de facilité à respirer, donc ils vont avoir plus de facilité à minéraliser la matière organique. Vous voyez déjà que la texture d'origine de votre sol va influer sur est-ce que vous allez pouvoir aller vers des niveaux d'activité biologique élevés ou pas. Il y a aussi pour un même sol, prenons un sol argileux, si le sol est compact, l'oxygène va avoir beaucoup de mal à rentrer dedans, ce qui fait que les niveaux d'activité biologique vont être faibles. Mais si vous venez lui mettre un coup de grelinette, vous faites rentrer de l'oxygène dans votre sol et les petits êtres vivants du coup ont accès à l'oxygène et la minéralisation va être plus intense. Et on peut même revenir à cette histoire de température. Si vous détassez votre sol, vous faites rentrer plus d'air et par exemple au printemps, si l'air est chaud, ça va aussi permettre de réchauffer le sol plus vite. Donc encore une fois, accélération du processus de minéralisation. Et vous comprenez aussi que le travail du sol, du coup, va apporter de l'oxygène au sol, donc destruction de la matière organique, minéralisation. Et il y a encore un facteur qui peut être limitant pour l'activité biologique des sols, c'est la disponibilité en eau. On l'avait vu, tous les êtres vivants sont constitués d'eau, et on le sait, l'eau c'est la vie, ils en ont besoin pour se développer. Et encore une fois, si on se met à climat égal et sol égal, si j'ai deux parcelles, s'il y a une parcelle à qui j'amène de l'eau, ou en tout cas je fais en sorte qu'elle ne manque jamais d'eau, ou même en paillant, en conservant l'eau, forcément, la vie du sol est favorisée, et donc, s'il y a de l'eau, il y a une meilleure minéralisation, donc une meilleure destruction de la matière organique, etc. Attention quand même, quand on rentre dans un terrain où il y a trop d'eau, où l'eau est stagnante, là on rentre dans d'autres processus, on ne les aborde pas aujourd'hui, mais ça c'est pas bon. Alors dans la prochaine vidéo, on ira voir finalement d'un petit peu plus près ce qui se passe ici. On va aller zoomer au niveau de la minéralisation. On verra que c'est un petit peu plus compliqué, qu'on peut passer par un chemin un petit peu plus long entre directement la matière organique et le minéral. On peut justement prendre un chemin plus long et favoriser la vie des sols.
hein. Donc on parlera d'humus, d'humification, et donc ce sera dans une autre vidéo, et je vous dis à la prochaine.